vérité au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La secrétaire générale de la francophonie en séjour au Togo a rencontré ce vendredi les femmes bénéficiaires de l'accompagnement de l'OIF pour survivre avec leur activité au Covid-19. Louise Mushikiwabo se dit reconfortée par l'impact et promet accompagner un plus grand nombre de femmes dans la deuxième édition du projet lancé d'ailleurs le 20 mars dernier. Les tenanciers de bars et restaurants du Togo adhèrent aux nouvelles dispositions annoncées par le gouvernement pour freiner la courbe d'évolution du Covid-19 au Togo. Ces lieux publics supposés être des points de contamination majeurs ne sont pas fermés pour garantir l'activité économique, mais ils sont soumis à des restrictions. Les concernés prennent la mesure de la situation et promettent une meilleure implication dans cette lutte commune. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Audience ce vendredi à la présidence de la République. Foriso Zimna Nyassimbe a reçu la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, est depuis jeudi à Lomé pour prôner la mobilisation des États à faire front commun face au Covid-19 et aussi pour voir le fonctionnement du bureau régional de l'institution que le Togo abrite. Louise Mushikiwabo répond aux questions de Gérard Lagoudou. Je suis ici à Lomé principalement pour deux raisons. La première, c'est par rapport à la crise sanitaire actuelle qui est très compliquée pour tous nos États. Même au-delà de l'espace francophone, le monde entier, depuis un an, est en proie à cette crise sanitaire. Et la francophonie, moi-même en tant que secrétaire générale et d'autres chefs d'institutions internationales, nous sommes depuis plusieurs mois sur l'aspect accès équitable au vaccin. C'est un aspect tellement important parce que si nos pays n'arrivent pas à vacciner rapidement, du point de vue santé, mais aussi du point de vue économie, nos États ne pourront pas reprendre rapidement. Donc je suis ici pour cette mobilisation, cette solidarité internationale autour de l'accès équitable au vaccin. Entre autres pays, le Togo, je vais bientôt me rendre aussi au Cambodge. J'étais au Ghana il y a 2 jours. J'ai été au Rwanda, mon propre pays, il y a 2 semaines, surtout sur la formule COVAX. La francophonie regroupe des pays qui sont à la fois contributeurs à cette formule d'accès au vaccin et des pays qui sont receveurs, qui reçoivent le vaccin. Donc nous sommes sur la mobilisation de nos États, y compris de plus en plus sur des demandes de contribution bilatérale d'États qui ont et la science et les moyens financiers par rapport à d'autres pays de notre espace. Vous savez que la francophonie est une organisation basée sur la solidarité, la coopération autour de la solidarité et de ces aspects humains qui sont extrêmement importants. Et donc j'ai pu me rendre hier à l'arrivée à Lomé dans un centre de vaccination pour faire l'expérience, pour voir comment ça se passe. Et nous allons continuer à travailler sur la rapidité d'accès au vaccin, puisque les premières doses ont été déjà administrées, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de retard. Et donc c'est dans ce contexte-là. Deuxièmement, bien sûr, le Togo étant un pays important de l'espace francophone, c'est à Lomé que nous avons la représentation régionale. Nous avons une ambassadrice, une représentante qui est basée ici à un bureau depuis plusieurs années. Et donc c'était pour revoir aussi les activités de notre bureau de la francophonie dans la région. J'ai eu aussi l'occasion de m'entretenir juste avant de venir à Lomé avec le président en exercice de la CEDEAO, le président Akufo-Addo du Ghana, sur les questions régionales
puisque 8 pays de la CEDEAO sont aussi membres de la francophonie. Donc pour faire le point sur des questions de stabilité régionale, pour voir un peu nos activités de coopération sur le terrain, surtout un projet spécifique qui est un fonds de solidarité qui a été mis en place par l'OIF pour venir en aide aux femmes qui ont, de par la crise, perdu leurs moyens. Nous avons lancé ce fonds avec que 3 millions d'euros. Mais bon, 3 millions d'euros, ce n'est pas si peu d'argent quand on considère certaines réalités sur le terrain dans nos pays. Je viens de lancer ce 20 mars la deuxième édition, l'appel à projet pour ce fonds. Le premier appel à projet où les fonds étaient décaissés en décembre 2020 a bénéficié à 4 organisations de femmes togolaises. Là, on a lancé, on s'attend à ce qu'il y ait plus de femmes qui puissent répondre positivement à cet appel à projet, des petits projets d'autonomisation économique. Mais c'est un fonds que moi j'aimerais beaucoup qu'il soit pérennisé, qu'il reste même au-delà de cette crise liée au Covid-19. Louise Mushikiwabo a effectivement rencontré quelques-unes des 1000 femmes togolaises ayant bénéficié en 2020 de ce fonds mis en place par la francophonie pour relancer leurs activités génératrices de revenus impactées par le Covid-19. Le fonds est dénommé La francophonie avec elle et il a profité aux femmes de 4 associations comme Madame l'a dit tantôt dans son interview. Ekwe Sala était de la visite. Voici son reportage. La boutique de Rachel n'a ni d'enseigne ni de logo, mais elle procure à sa propriétaire son gagne-pain quotidien. Il y a quelques mois, les activités de Rachel étaient au ralenti à cause de la pandémie du Covid-19. Elles reprennent aujourd'hui peu à peu avec le soutien de l'OIF dans le contexte du fonds La francophonie avec elle. Je vends les pagnes, voltiques, canettes, je vends un peu de tout. Avec la crise de Covid, ça ne marche plus. Donc c'est avec le fonds que j'ai recommencé à faire encore mes activités. Je remercie l'OIF de m'avoir soulagé un peu. La secrétaire générale de la francophonie est venue apprécier chez Rachel combien ce fonds lui était indispensable pour relancer sa boutique. Direction quartier d'Idjolé. Cette jeune malentendante de 29 ans fait également partie des bénéficiaires de ce fonds de la francophonie. Cela l'a aidé à développer une autre activité ajoutée à son atelier de couture. Grâce à ce fonds, j'ai commencé par vendre des chaussures. Je dis merci à l'OIF pour ce soutien qui m'a permis d'entreprendre une seconde activité. Je souhaiterais que l'OIF continue par nous soutenir. 1000 femmes togolaises sont bénéficiaires de ce fonds de la francophonie pour soit relancer leur activité génératrice de revenus, soit pour en entreprendre. Dans le contexte de cette initiative, 140 millions de francs CFA ont été déboursés. La secrétaire générale de l'OIF, après sa prise de contact avec quelques-unes des bénéficiaires, se sent réconfortée. Je suis très heureuse d'avoir pu personnellement me rendre ici sur le terrain. L'idée, c'est une certaine solidarité francophone, surtout vis-à-vis des femmes, parce que elles ont été, les femmes qui sont dans le secteur non salarié, ont été parmi les personnes les plus touchées par la crise. C'est une petite contribution, mais ça nous fait plaisir de pouvoir, même d'une manière simple et modeste, pouvoir contribuer à la survie des familles de notre espace francophone. Dans le contexte de ce fonds, 59 projets ont été financés dans 20 pays de l'espace francophone pour un montant de 3 millions d'euros. Le Togo est le 4e pays en termes de projets financés. En Afrique de l'Ouest, il occupe la 2e place après le Bénin. Les bénéficiaires sont répartis dans 4 associations à Lomé, dans les régions maritimes, Plateau et Savane.
Sur un autre chapitre, soulignons que les préparatifs des prochaines élections régionales au Togo vont bon train. Les acteurs politiques et le ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation ont tenu ce vendredi la 5e réunion. La machine est donc bien en marche pour des élections apaisées, nous dit Edem Soussoukbo. L'un après l'autre, ils gravissent les marches du cabinet du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation. Ces leaders des partis politiques répondent à la 5e rencontre de concertation nationale entre acteurs politiques pour la bonne tenue des élections régionales prochaines. Le Togo se prépare donc à organiser ses toutes premières régionales. Ensemble, ils analysent les différentes propositions pour des élections apaisées, réussies et acceptées par tous. Le consensus est la chose la plus recherchée ici. Les futures élections régionales permettront d'élire des conseillers régionaux qui constitueront les différents organes des régions, notamment le conseil régional et son bureau exécutif. Les 5 grandes subdivisions territoriales sont depuis 2019 passées au rang de collectivités territoriales au même titre que les communes grâce à la loi sur la décentralisation et les libertés locales. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit à Lomé, au Togo, pour les personnes de 50 ans et plus. Jeudi, une équipe de la TVT a fait le tour de certains centres de santé pour s'assurer de l'effectivité de cette campagne. Regardons avec Elie Agba Niadao. De plus en plus, la campagne vaccinale anti-Covid-19 connaît de l'engouement. Ici, au centre de santé de Lomé, voici une vingtaine de personnes de 50 ans et plus. Elles vont se faire vacciner à l'AstraZeneca. Parmi elles, Akoua Mansan, 7 ans, secrétaire de formation à Lomé. Nous qui sommes plus vulnérables au Covid-19, on nous a demandé de se faire vacciner et ce matin, j'ai décidé de me faire vacciner. J'ai suivi les formalités et je me suis fait vacciner. Et pour le moment, à part une petite douleur au niveau du bras, je ne sens rien. Je demande à mes frères et sœurs qui ont au-delà de 50 ans de venir se faire vacciner. Je me suis vacciné, c'est contre la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. J'exhorte la population, tous ceux qui ont 50 ans et plus, d'aller se faire vacciner. Même influence ici à l'hôpital de Bay. La campagne vaccinale se poursuit en toute sérénité. Parmi les personnes présentes pour la vaccination, celles présentant des comorbidités se font enrôler. Direction Nkafou. Nous sommes arrivés au moment où Roland Hérode, assistant technique à la GIZ, prend son vaccin. Il lance un appel à la population. Il ne faut pas avoir peur. Je sais ici en Afrique, les gens souvent ils ont peur des vaccinations, mais vraiment, je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Il faut venir faire, vraiment. Et nous avons une équipe fixe dans le centre de santé ici et nos patients arrivent. On les enregistre et on procède en même temps à leur vaccination. On vaccine les personnes âgées de 50 ans et plus et nous enregistrons les personnes de 20 à 49 ans avec comorbidité, mais on ne les vaccine pas pour le moment. Nous vaccinons en moyenne 200-230 personnes par jour et nous sommes aujourd'hui au 9e jour. Même constat également au CHU Campus. La population cible vient se faire vacciner en toute quiétude. Quand ils arrivent, nous essayons quand même de les convaincre, nous essayons quand même de les rassurer, parce que nous-mêmes, en tant que personnel, nous avons été vaccinés et que les effets secondaires dont les gens parlent, nous n'avons rien eu. Les effets secondaires sont mineurs et lorsque nous les rassurons, les gens acceptent facilement faire la vaccination. Et on n'a pas eu un cas grave de MAPI. À l'heure où je vous parle, nous n'avons enregistré aucun cas grave. Par rapport à notre zone, il nous a été donné 6 équipes et nous évoluons en 2 stratégies. Il y a un poste fixe
pour prendre en charge tous ceux qui viendront au centre ici pour se faire vacciner. Nous avons déployé donc 5 équipes sur le terrain qui font le porte-à-porte. Nous vaccinons environ 80 à 100 personnes par jour. En plus des mesures barrières, la vaccination contre le Covid-19 va permettre de vite vaincre le virus. Et justement, je vous le disais en titre, le syndicat national des tenanciers de bars et restaurants du Togo adhère aux dispositions prises par l'autorité publique pour endiguer la propagation de la maladie à coronavirus. Ces lieux publics, bars, restaurants et autres sont indexés, vous le savez, comme principaux foyers de dissémination. Le signataire se dit aujourd'hui disposé à renforcer la surveillance au niveau de ses membres. Vont cela avec Robert Potogbe et Ekwe Sala. Face à la flambée des cas de contamination, depuis plus de 2 mois, plus de 1000 cas ont été enregistrés et 105 décès. Une situation qui interpelle et le gouvernement annonce de nouvelles mesures restrictives. Parmi elles, la fermeture immédiate des bars en cas de non-respect des mesures barrières. Des mesures auxquelles adhère le syndicat national des tenanciers des bars et restaurants du Togo. Nous sommes très contents de la mesure prise par le Conseil des ministres. Nous apprécions vraiment cette décision du gouvernement parce que depuis le début de l'apparition de cette pandémie, le bureau a tellement sensibilisé les camarades qu'il y a des poches de résistance aujourd'hui. C'est ces poches de résistance que nous devons aider le gouvernement à casser pour que tous les tenanciers de bars rentrent dans la droite ligne du respect des mesures barrières de Covid-19. Pour accompagner ces nouvelles mesures, le Bureau national formule 3 recommandations aux tenanciers, gérants et serveuses des bars. Nous allons demander à chaque bar de désigner un responsable au début des activités pour pouvoir essayer de voir comment les mesures barrières sont mises en place, à savoir les dispositifs de lave-mains par exemple. S'il y a de l'eau dedans, les cache-nez. Nous allons demander aussi, si possible, de procéder à un marquage des tables pour que les tables soient bien espacées pour respecter la distanciation. Et j'ajouterai annuler l'utilisation des verres dans les bars. Et en annulant l'utilisation des verres, il y a les pipettes. La pandémie, selon la coordination nationale, se concentre de plus en plus dans le Grand Lomé. Le syndicat compte désormais travailler de concert avec les élus locaux d'Agoé et du Golfe pour une action efficace sur le terrain. Nous sommes disposés à collaborer avec les mairies qui ont déjà des comités de veille à leur niveau pour essayer de faire un travail d'ensemble parce que Covid-19, ce n'est pas un travail personnel. Quand les tenanciers de bars voient que le syndicat collabore avec la mairie, je pense qu'ils n'auront pas d'autres recours. 18 mesures ont été prises en Conseil des ministres. Le recours de vente à emporter dans les bars, restaurants et cantines est privilégié. Fin jeudi des travaux de la 6e réunion du comité technique de délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana. Après 3 jours d'échanges et de discussions, les délégations togolaises et ghanéennes se sont accordées sur un certain nombre de points. Et une autre rencontre est annoncée à Accra dans les mois à venir pour rendre effectif la délimitation des frontières maritimes donc communes aux 2 pays. Le contenu des travaux et des accords provisoires trouvés avec Marie-Ange Bida. Fin des travaux de la 6e réunion du comité technique de délimitation des frontières maritimes entre le Ghana et le Togo. Les acquis des précédentes réunions ont permis aux délégations togolaises et ghanéennes de ratisser large. Les discussions ont porté entre autres sur les accords provisoires. Additionally, we looked at transitional arrangements. What we think is that Nous avons discuté sur ce que nous considérons les mesures provisoires. Bien que les négociations continuent, il faut que la vie continue. Il y a certaines activités que nous devons permettre à continuer dans la zone qui est considérée comme zone litigée ou bien zone disputée. Par exemple, il faut permettre la pêche à continuer. Par exemple, il faut permettre la recherche d'exploration du pétrole dans ces zones-là. Il faut aussi faire tout possible pour garder la sécurité de la zone. Donc, il faut le patrouillage mixte des 2 forces de sécurité dans la zone. Il faut aussi voir tout possible pour protéger l'environnement. Nous avons convenu d'un agenda de travail qui nous amène
jusqu'à la fin de l'année 2021 pour arriver à avoir un tracé consensuel, juste et équitable. Donc, nous gardons l'espoir que d'autres difficultés ne surviendront pas et nous comptons sur la bonne volonté et l'impulsion donnée par nos deux chefs d'État pour venir à bout de toute difficulté, qu'elle soit politique, technique, qui pourrait subvenir. Les deux parties ont pu in fine s'accorder sur un certain nombre de points, lesquels sont contenus dans le communiqué final rédigé et signé par le Togo et le Ghana. Les relations entre les deux pays sont toujours au beau fixe et les résultats obtenus à l'issue de cette 6e réunion du comité technique l'illustrent bien. Les résultats obtenus sont un gage fort de la bonne foi et de la disponibilité des deux parties à privilégier un règlement à l'amiable, juste et équitable, conforme au droit international. Nous avons fortement apprécié le sens de la responsabilité et du devoir des deux parties qui ont accepté d'engager des débats sans tabou et surtout avec un réalisme et un esprit de conciliation qui forcent l'admiration et le respect. C'est le lieu pour moi d'adresser aux négociateurs et coordonnateur national des frontières de la République du Ghana les remerciements du président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé et son gouvernement pour leur esprit de conciliation et de bâtisseur. Je voudrais encore réaffirmer que le Togo s'est résolument engagé à une solution juste et équitable, afin qu'à la fin des négociations, qu'il n'y ait pas de vainqueur ni de vaincu, et que nous soyons tous des gagnants. Les rideaux tombent donc sur la 6e rencontre. Une prochaine session s'ouvrira à Accra, au Ghana, en juin 2021. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre ce journal. Ce vendredi 26 mars 2021, en exécution de la réquisition numéro 1731/PR/2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 25 mars 2021, les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de contrôle de zone dans la localité d'Agoué Alenka et ses environs, c'est dans la préfecture d'Agoué-Nivé. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée de nouvelles menaces sécuritaires. Elles ont donc consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires et se sont déroulées sans incident et dans le strict respect scrupuleux donc des textes en vigueur. Dans les secteurs visités, les opérations ont permis d'interpeller 17 personnes et de saisir divers objets. Il s'agit notamment de 2 voitures, un tricycle, 29 motos sans pièces afférentes, 9 couteaux poignards, 88 tubes de chlorure de sodium ainsi que des effets militaires. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la Gendarmerie nationale pour enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations d'Agoué Alenka et ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre région. Le communiqué est fait à Lomé ce 26 mars 2021 et il est signé par le général de brigade Damhan Yark. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication forme ACARA les professionnels des médias sur la gestion et la conservation des archives des médias. C'est une exigence du Code de la presse que la HAC rappelle ainsi à ses organes de presse et on en parle avec Nestor Mozo. La HAC, préoccupée par la conservation des archives au sein des médias. À cette rencontre de Kara, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication engage avec les responsables de la documentation et des archives des médias publics et privés, écrits et audiovisuels des régions centrales Kara et Savane,
une réflexion sur l'organisation, la gestion et la conservation des documents et archives en vue de préserver de manière efficiente ce patrimoine. Au quotidien, nous sommes les miroirs de la nation togolaise, puisque tous les événements qui se déroulent, c'est nous qui les reportons. Et à partir de ce moment, nos images, nos photos, nos articles doivent être conservés pour que demain, ceux qui viennent en lisant, en regardant, en visionnant, ils se retrouvent dans le Togo avant eux. Voilà l'essentiel de ce que nous désignons par fonds documentaire et ce que nous voulons. Dans l'organisation de cette session de formation, la HAC a dû solliciter l'appui de l'UNESCO. Le président de la HAC a exprimé sa gratitude à cette institution onusienne pour son accompagnement qui témoigne de l'intérêt qu'elle accorde au fonds documentaire avant de décliner ses attentes pour ce rendez-vous. C'est le souci d'engager une réflexion profonde sur l'importance du fonds documentaire des médias en tant que mémoire des cultures nationales et le moyen et support de la conservation qui conduit la HAC à organiser ces séminaires. Cette réflexion pourrait d'ailleurs conduire à la mise en place d'un véritable service de documentation et d'archives à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Notre souhait est que demain, on vienne à la HAC pour rechercher un documentaire, un film, une émission d'une radio, d'une télévision ou un article d'un journal. La session de renforcement des capacités sur la gestion et la conservation de la documentation et des archives des médias au Togo va se dérouler en 2 phases. Après cette première phase de Kara, la deuxième va se tenir à Palimé les 19 et 20 avril prochains pour les médias des régions plateau, maritimes et pour le Grand Lomé. Et l'on en vient à cette remise officielle de prix aux 5 lauréats du projet Agweshem mené par la députée Memunatu Ibrahima. C'est un projet qui vise à rendre le cadre de vie plus attrayant en transformant donc les problèmes environnementaux en opportunités. Ainsi, plus de 390 jeunes d'Agwenivé se sont frottés les méninges. La cérémonie de distinction des plus méritants avec Yasmine Kodjia. 5 projets correspondant à 5 villages répondent aux critères Agweshem, projet initié par Mme Ibrahima Memunatu, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit des villages Aronga Kopé, Demapoué, Tochibatefi, Niveme et Chiglé. Tous ont convaincu par leur plan de développement qui allie entrepreneuriat et environnement. Nous voudrions sincèrement dire un merci aux promoteurs de ce projet intitulé Agweshem, parce que ce projet nous a véritablement montré que la jeunesse doit être engagée dans l'entrepreneuriat, de se prendre en charge. Les prix que nous venons de recevoir aujourd'hui, nous tenons à continuer le combat afin que la propriété d'Agwé, cette notion-là, soit vivement réalisée à Agwé. Agweshem a pour but de rendre la commune d'Agwenivé propre, attrayante et promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dans un environnement concurrentiel. Plusieurs modules ont contribué au renforcement des capacités des jeunes afin de leur permettre de mieux réaliser leurs projets. Tous les projets étaient à hauteur, mais il y a des critères auxquels ils doivent répondre et c'est ce critère que nous avons eu à présider. Nous avons d'abord le montant de l'enveloppe allouée pour la réalisation du projet. Il y a le critère de la forme, de la présentation et le fond. Il fallait faire ressortir l'aspect environnemental qui se trouve être le problème identifié et l'aspect entrepreneurial. Il faut que dans l'exercice, dans la mise à exécution de ce projet, ils aient quelque chose sous la main pour s'autosuffire un temps soit peu. La marraine Ibrahima Memunatu, inspirée par ses expériences au service de la nation, veut faire de ce projet un outil nécessaire qui cadre avec la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat. La rencontre de ce matin se situe dans le cadre du projet Agwenivé Shem que nous avons lancé il y a quelques mois. Et nous en sommes donc à la 4e étape, la phase de remise des prix. 5 projets ont été retenus pour être réalisés. Nous avons de très bons projets. Les jeunes ont fait preuve
de génie créateur, ce qui va nous amener à rechercher des fonds pour financer tous ces projets, pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves tout en contribuant à la protection de l'environnement et en luttant en même temps contre le chômage. Avec les 2 500 000, les jeunes peuvent s'acheter un tricycle, commencer la collecte des ordures, rassembler des sous qu'ils pourront ensuite investir dans d'autres projets comme la transformation de ces ordures ménagères qu'ils collectent. C'est le lieu pour nous de rendre hommage à son Excellence le Président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour tous les efforts envers notre jeunesse. Et je saisis cette occasion pour remercier tous ceux-là qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet. À travers ce projet à Guechem, les jeunes ont acquis les notions sur la protection de l'environnement, la réalisation des projets et la création d'entreprises. Ils ont également eu connaissance des canaux et des sources de financement. Et on va mettre le cap sur Sokodé. Préfet, maire et comptable ont échangé avec la Direction nationale du contrôle financier et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Une mission pour les informer et en même temps les sensibiliser sur leurs responsabilités dans la gestion locale avec l'accompagnement des contrôleurs. Désiré Aloye nous en parle. La Direction nationale du contrôle financier et celle du Trésor et de la comptabilité publique face aux acteurs budgétaires de la région centrale. Une mission d'information et de sensibilisation en toile de fond clarifie aux ordonnateurs leur rôle, leurs responsabilités à faire montre dans leur exercice avec l'accompagnement d'un contrôleur. Il y a les procédures qui doivent être faites. Et aujourd'hui, il y a la déconcentration de l'ordonnancement et suivi de concentration du contrôleur financier. On vient de nommer des contrôleurs délégués dans les régions pour s'occuper des communes. Mais comme c'est un nouvel acteur qui est arrivé, il faut venir expliquer le rôle de cet acteur-là qui doit être à la phase administrative de la dépense, qui concerne l'engagement, la liquidation et le mandatement. Et le contrôleur financier doit viser l'engagement pour faire naître la dépense et viser le mandat pour voir si ça correspond à l'engagement qu'il aurait visé. Si les biens publics ne sont pas bien gérés, c'est qu'on n'aura pas de résultats sur le terrain. Donc c'est un accompagnement. C'est une réforme adoptée par le gouvernement togolais pour relever les défis de compétitivité dans l'objectif de renforcer son économie et se conformer à la modernisation engagée. Une donne pour assurer la gouvernance, la gestion administrative et financière perçue comme levier indispensable de développement. Pour faire une dépense, il faut d'abord demander l'engagement. Il ne faut pas aller prendre la chose et venir pour demander la régulation. Alors que pour faire l'engagement, il y a des pièces justificatives, il y a des gens qui doivent respecter certains critères, être éligibles avant de le faire. Un renforcement des capacités qui ne dit pas son nom. Les acteurs ordonnateurs doivent désormais obligatoirement soumettre leurs besoins d'exécution des dépenses ainsi que les titres des recettes au visa préalable du contrôleur financier de son ressort territorial. Nous sommes vraiment ravis chez nous, par exemple à Tingassi, la commune de Mo2. Cette rencontre nous permet à tous égards de bien comment commencer un projet, comment le mener à bon terme sans que ni l'ordonnateur, ni le comptable, ni le contrôleur aient des choses à se reprocher. Donc c'est la transparence dans la gestion des fonds publics. L'innovation reste une disposition prise pour cadrer la gestion des structures, une gestion efficace et efficiente pour booster l'administration au travers de la bonne exécution des projets. Et de ce côté, l'on monte à Kara pour dire que des responsables donc, de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils sont en session de renforcement de capacité. Ils sont appelés à participer plus efficacement à la dynamique vision de la CNSS au profit des travailleurs togolais. Nestor Mozo. Améliorer la qualité de ces services et étendre son régime de façon horizontale et verticale par le développement de la couverture sociale effective des travailleurs de l'informel et la mise en place d'une retraite complémentaire.
Une démarche dans laquelle s'est inscrite ces dernières années la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour relever ces défis, la CNSS entend fédérer les membres de l'équipe de direction pour des actions performantes. C'est cet objectif qu'elle entend atteindre en planifiant cette rencontre de renforcement des capacités des directeurs et chefs de division de ces différents services. Dans la vie d'une organisation qui a une mission qu'elle gère, la ressource humaine est vraiment le facteur de production le plus important. Donc, Madame le directeur général, dans les axes de développement du régime de sécurité sociale que la CNSS gère, a décidé de mettre un accent particulier sur le capital humain. Développer le capital humain, parce que c'est à travers des hommes intègres, des hommes qui ont compris leur mission, qui ont compris la vision, les valeurs de l'institution, que l'on peut générer un service de qualité pour donc les assurés sociaux. Donc elle nous a donné cette occasion à Kara pour donc faire le bilan de nos activités en tant que cadre encadrant de la CNSS, poser le diagnostic et ensemble ressortir avec des engagements fermes pour faire en sorte que son ambition de faire la caisse une caisse modèle en matière de qualité de service soit donc accomplie ici peu. Revue des résultats, défis et opportunités des différents services d'activité de la CNSS, partage et appropriation de la vision stratégique de la direction générale, team building et leadership pour un coaching et une impulsion efficace des équipes de travail à la CNSS et revue des grands projets de la CNSS constituent l'agenda de cette rencontre. Et on va boucler ce journal ce soir avec cet appel de Jean-Pierre Favre à prendre très au sérieux la maladie à coronavirus après en avoir fait la désagréable expérience. Le président de l'Alliance nationale pour le changement et maire de la commune du Golfe 4 confirme que le Covid-19 existe et tue. Le rescapé, aujourd'hui totalement guéri, s'exprimait devant les médias. C'était ce vendredi après-midi. Nous vous proposons de l'écouter. Tout le monde sait, nous tous on se protège, on essaye d'éviter autant que possible les contacts, de respecter les protocoles sanitaires tels que préconisés, prescrits. La nuit du 2 au 3 mars, je me suis senti un peu bizarre, quoi. Mais comme vous avez un petit mal de tête ou bien un léger, rien de sérieux, le jour-là, je suis passé rapidement ici, à la mairie, puis je suis parti à une réunion. Et dès que je suis arrivé à la réunion, j'ai téléphoné à mon médecin pour lui dire « Je ne me sens pas bien, après la réunion, je vais passer vous voir. » Et donc, je pars, je vais directement chez le médecin. Alors, je dis « Bon, je ne me sens pas bien, c'est pas quelque chose de grave, hein, mais... » Il me dit la langue, et je dis, je lui tends la langue, et il répond, il dit « Vous avez la langue chargée, donc c'est un palu. » D'accord? Il appelle une infirmière, on vient me faire la goutte épaisse, qu'il faut envoyer au labo. Et puis quand on finit, je lui demande, est-ce qu'il n'est pas plus prudent que je fasse le test? Comme ça, hein? Il dit, mais tu as le palu? Mais tu veux faire le test? Je dis oui. Donc, reviens à 14h. Et je retourne à la clinique à 14h. Et il y a des éléments qui sont là, qui m'ont fait le test PCR. Dans l'intervalle, je reçois le résultat de la goutte épaisse, qui est positif. Donc, j'avais le palu. Et le lendemain, je reçois le résultat du test PCR qui est positif. J'ai eu de la chance, j'aurais pu continuer à dire si je voulais me lancer dans de l'automédication. Si je n'avais pas insisté pour avoir le test, j'aurais continué à suivre le traitement du palu. Et la Covid-19 aurait commencé ses œuvres dans mon corps. C'est la chance que j'ai eue, ou bien c'est la protection divine que j'ai eue. Comme ça, j'étais très surpris. Et quand c'est comme ça, les autorités sanitaires de la commune vous prennent en charge. Moi, j'ai commencé le traitement. Mon épouse, elle aussi, elle a fait le test. Évidemment, elle est positive. Donc, on se retrouve à la maison, mari et femme, positif au coronavirus.
quand vous suivez ce traitement et quand vous êtes pris par la maladie, vous êtes fatigué, extrêmement fatigué. Je n'ai pas perdu ni le goût, ni l'odorat. Je ne toussais pas. Je pense que ça dépend de la constitution de chacun, de l'organisme de chacun. Extrêmement fatigué, manger, ça devenait pénible. C'est pas que vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué quoi, devant la nourriture, vous regardez, et puis vous n'avez pas envie de faire l'effort de manger. Et donc vous finissez ce traitement au bout de 10 jours, 2 semaines, 12 jours, et puis après on vous refait un nouveau test. On m'a refait un nouveau test, j'ai été négatif. On a refait un nouveau test à ma femme, elle aussi était négative. La première leçon, c'est qu'il faut réagir vite. Il ne faut pas perdre du temps à chercher à guérir un mal qui peut-être n'est pas celui que vous cherchez à guérir, qui est un autre mal. Donc il faut faire le test vous vous sentez mal, faites le test. C'est pour moi, plus vite vous découvrez le mal dont vous souffrez, moins le mal aura commis de dégâts dans votre organisme lorsque vous serez guéri. Sinon, ça peut conduire à votre perte, à votre mort. Vous détruisez les poumons. Ça détruit les poumons. Vous guérissez, vous n'avez plus la Covid, vous n'avez plus le coronavirus dans le corps, mais vous partez avec des séquelles irrémédiables. Vous ne pouvez plus respirer correctement. Donc, il faut rapidement ne pas perdre du temps en automédication. Il faut prendre à bras le corps la lutte contre la propagation du coronavirus et puis respecter scrupuleusement les mesures barrières. Il faut au moins respecter ce qui empêche la propagation de la maladie. C'est sur cette exhortation d'un autre visage, d'une autre figure publique qui a expérimenté la maladie à coronavirus que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prudence et vigilance dans nos actes de tous les jours. Conformons-nous aux dispositions énoncées par l'autorité publique. Au revoir. À 22h30 ce soir, vous serez servi par Yata Aratem. À très bientôt.